souhaite la bienvenue à ce séminaire Éduclangue, séminaire qui a lieu 2 fois par trimestre, une fois en anglais, une fois en français. Et dans le cadre de celui-ci, qui va se dérouler principalement en français, on a la chance d'accueillir Catherine Ménard. Catherine, qui est professeure à l'Université Laval et qui se spécialise dans le domaine de la didactique du français, plus particulièrement en contexte pluriethnique et plurilingue. Aujourd'hui, elle va nous parler de sa thèse de doctorat, dans le cadre de laquelle elle a conçu et mis à l'essai un dispositif qui a trait notamment à la comparaison des langues pour amener les élèves en contexte pluriethnique et plurilingue montréalais à s'engager dans l'apprentissage de l'orthographe grammaticale. Catherine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant plusieurs années. On était tous les deux au cycle supérieur et puis on s'est suivis en parallèle, moi en Ontario, elle au Québec. Puis ça a toujours été un plaisir d'échanger avec elle au fil des années par rapport à nos parcours respectifs. Et en ce moment, j'ai la chance de réaliser un projet interprovincial avec Catherine, dans le cadre duquel on documente des pratiques plurilingues en enseignement grammatical, des pratiques déclarées grâce à la technologie Zoom. Catherine, je te remercie énormément d'avoir accepté notre invitation, de te prêter au jeu en ce vendredi après-midi. Je suis certain que ta communication va être des plus intéressantes et sur ça, je te laisse la parole et te souhaite une très bonne conférence. Merci Joël. Merci pour le beau mot d'introduction. Je pourrais dire que moi aussi, j'ai la chance de mener en ce moment un projet avec Joël. C'est une chance qui est réciproque, une chance qu'on pense la même chose. Donc, alors moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est en effet des données qui sont issues de ma thèse, certaines données qui sont des données, j'ai envie de dire, principales parce qu'elles sont vraiment dans la thèse, d'autres qui relèvent plutôt d'analyse secondaire parce que je vais prendre l'angle de l'engagement dans ma présentation, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans ma thèse. Et il va vraiment être question de comment prendre appui sur la diversité linguistique, donc dans un dispositif plurilingue que je vais vous présenter, pour engager les élèves dans l'apprentissage de l'orthographe grammaticale, de l'écriture plus largement, en milieu pluriethnique et plurilingue, donc pour plusieurs élèves en contexte de langue seconde, mais un milieu très, très hétérogène. Et c'est vendredi après-midi, donc on ne peut malheureusement pas être dans un contexte très festif présentiel, mais je vous invite à vous servir une boisson de votre choix et une petite collation de votre choix pour agrémenter ce vendredi après-midi, si le cœur vous en dit. Alors, bref, plan de la présentation. Si jamais quelque chose plante, vous me faites signe, hein, que ce soit l'écran, le son, le bruit de fond, le chat qui apparaît et qui vous distrait, là, vous me faites signe. Donc, je commencerai par dresser un bref portrait de la situation sous les angles plus problématiques, cadres conceptuels, pour ce qui est de l'engagement dans la littératie des élèves biplurilingues et des approches plurilingues. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet une fois les bases établies pour que je vous présente en fait le dispositif plurilingue d'enseignement de l'orthographe dont il va être question à travers les différents éléments qu'il constitue et les critères qui lui sont sous-jacents. Par la suite, d'un point de vue plus méthodologique, je vous parlerai de la manière de l'expérimentation en fait, du dispositif plurilingue en soi. Et sur le plan des résultats, il sera question de l'engagement cognitif et affectif des élèves. Et je conclurai par les atouts et les limites du dispositif, les limites de la recherche plus largement et des pistes aussi d'ouverture. J'ai prévu, bon, si jamais ça fonctionne comme ça, une présentation d'environ 40-45 minutes pour qu'on se garde un 15 minutes pour des questions. Mais je pense qu'on peut peut-être se permettre que vous posiez des questions aussi au fur et à mesure, si le cœur vous en dit, si ça vous vient en tête, parce que voilà, je pense que ça peut être éclairant des fois d'avoir tout de suite une réponse à une question qui peut rester dans l'indécision. Donc, alors, vous le savez sans doute, c'est pratiquement aussi une réalité similaire en Ontario. Il y a de nombreux immigrants accueillis chaque année habituellement au Québec et au Canada plus largement, quand il n'y a pas trop de COVID. Donc, la moyenne annuelle, à titre indicatif, là, dans la dernière décennie, 2008-2017, c'était 51 000 immigrants, dont une grande majorité avait une langue maternelle différente du français, ce qui ne signifie pas qu'ils ne maîtrisaient pas le français du tout, par contre. Sur le plan scolaire, le dernier grand portrait date maintenant de 10 ans. Donc, au Québec, en 2011-2012, on comptait près du quart des élèves qui étaient issus de l'immigration. On peut se douter que ce pourcentage a peut-être augmenté de nos jours. Et sur l'île de Montréal, ici, c'est une petite coquille, excusez-moi, en 2017, mais il devrait être écrit en 2019, la proportion d'élèves du primaire et du secondaire dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais
surpasse celle des élèves dont la langue maternelle est le français. Ici, c'est écrit 2017, sûrement parce que c'est une statistique qui se répète depuis tellement d'années que je ne vois même plus les chiffres des années qui ne changent pas. Donc, ça fait longtemps que, c'est ça, on a de nombreux élèves allophones sur l'île de Montréal, mais aussi ailleurs en province. Ça fait en sorte qu'il y a de nombreux élèves, moi je nomme biplurilingues, dans les salles de classe et dans les classes ordinaires, en fait, des écoles francophones. On parle ici d'une population extrêmement hétérogène qui va des élèves locuteurs natifs du français qui comptent l'anglais dans leur répertoire depuis le primaire et d'autres langues qu'ils côtoient à l'école, jusqu'à des élèves issus de l'immigration, que ce soit de première ou de deuxième génération, qui comptent le français dans leur répertoire. Parfois, ils l'avaient à leur arrivée au pays ou à leur entrée à l'école. Parfois, ils ne l'avaient pas. Parfois, c'était à l'oral et ou à l'écrit. Et qui comptent aussi, bien entendu, avec des niveaux de maîtrise divers de multiples autres langues dans leur répertoire. Et compte tenu de ce contexte, selon moi, on se doit de réfléchir à une adaptation des pratiques que l'on met en œuvre aux caractéristiques des élèves. Et c'est vers là qu'on s'en va dans le projet que je vous présente. Ce qu'on sait tout d'abord, c'est que pour intervenir efficacement auprès des élèves biplurilingues, on gagne à se baser sur des pratiques qui sont gagnantes en général. Donc, ce qui marche habituellement aurait de fortes chances de fonctionner aussi auprès d'élèves biplurilingues à une condition incontournable, celle de tenir compte des profils des élèves. Ce qui unit ces profils très hétérogènes d'élèves, c'est entre autres leur répertoire plurilingue. Donc, le fait qu'ils disposent de plusieurs langues dans leur bagage, ce qui place plusieurs élèves en contexte d'apprentissage du français langue seconde, ce qui entraîne nécessairement certains défis, mais qui constitue aussi une très grande richesse, donc des ressources supplémentaires dont disposent nos élèves plurilingues et sur lesquelles on peut se baser. Et c'est dans cette lignée-là, plusieurs d'entre vous les connaissez très bien, qu'ont été réfléchies les approches plurilingues pour l'apprentissage du français ou des langues plus généralement, parce qu'on pourrait aussi concevoir ces approches-là, par exemple, pour n'importe quelle autre langue enseignée. Parmi les approches plurilingues, il y en a deux ici qui vont retenir notre attention tout au long de la présentation. D'une part, il y a l'éveil aux langues. Donc, l'éveil aux langues qui consiste en la manipulation de corpus oraux et écrits, notamment pour comparer un même objet linguistique dans plusieurs langues. Donc, ici, je vous tends déjà vers ce qui va être plutôt orthographique. En l'éveil aux langues, ça a aussi des objectifs plus larges de sensibilisation à la diversité linguistique, d'engagement des élèves, de représentation positive des langues, entre autres, et de la diversité. D'autre part, on retrouve ce que je nomme ici les pratiques translinguistiques qu'on peut associer de très près à la pédagogie du translanguaging, qui est très à la mode ces temps-ci, et où les langues des élèves vont être utilisées sous forme d'étayage linguistique et cognitif, donc pour les amener à réaliser les tâches en recourant à toutes leurs ressources, à toutes leurs pratiques langagières. Les recherches sur les approches plurilingues sont nombreuses, elles sont aussi de plus en plus nombreuses, ce qui est une bonne nouvelle. Et ce qu'elles démontrent, c'est notamment que les approches plurilingues stimulent l'engagement des élèves dans la littératie lorsque l'on s'intéresse à la lecture-écriture et plus largement lorsqu'on peut s'intéresser à d'autres facettes de l'apprentissage. Alors ici, je crois bon de jeter les bases sur ma manière de concevoir l'engagement dans la littératie à travers la lunette de plusieurs auteurs, de plusieurs chercheurs. Donc, tout d'abord, pourquoi s'intéresser à l'engagement dans la littératie? C'est entre autres parce que, selon des études, par exemple, de l'OCDE, cet engagement-là va jouer un plus grand rôle que le statut socio-économique des élèves quant à leur réussite scolaire en général et aussi en littératie. Donc, c'est un constat qui découle des études PISA et qui porte surtout sur la lecture ici chez les élèves de 15 ans. L'engagement dans la littératie, selon Barthes, entre autres, c'est un concept qui relève à la fois de volets affectifs et de volets cognitifs qui sont en constante interaction. Et les travaux de Guthrie, plus précisément, nous permettent de voir l'engagement dans la littératie à travers 4 paramètres qui permettraient de le constater. Donc, un premier paramètre, ce serait l'intérêt affectif des élèves pour la tâche. Donc, leur enthousiasme, leur plaisir, ou encore le contraire, leur déplaisir et leur désenthousiasme, ou en tout cas le manque d'intérêt pour la tâche. Sur le plan cognitif, tout d'abord, on a ensuite l'effort cognitif fourni par les élèves, ce qui se traduit par leur concentration, l'attention portée à la tâche.
Sur un plan cognitif également, on considère aussi les stratégies que les élèves déploient pour réussir les tâches qui leur sont proposées. Et plus largement, on retrouve ensuite la poursuite d'activités de lecture et d'écriture nombreuses et diversifiées. Donc, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant de l'engagement dans la littératie, ça découle de travaux qui ont été réalisés en contexte de langue première. En contexte de langue seconde, plus particulièrement, on peut se fier, entre autres, aux travaux de Cummins, très inspirants, qui va nous dire que pour engager des élèves en L2 dans des milieux pluriethniques, entre autres, on va vouloir mettre en place des contextes qu'on dit d'empowerment, où les élèves peuvent affirmer, négocier leur identité, participer pleinement en classe, ce qui passerait beaucoup par la reconnaissance et la mobilisation, plus concrètement, de leur savoir et savoir-faire dans toutes les langues. Donc, c'est sous ce prisme-là que l'engagement à la littératie est considéré dans l'intervention et dans les données que je vous présente. Plus précisément, je vais m'intéresser, oui, à l'engagement dans la littératie, mais surtout à l'engagement dans l'écriture, parce qu'il faut bien prendre un angle de recherche, et l'écriture en est un des plus intéressants, parce que c'est un processus particulièrement complexe et exigeant en L2. Il y a d'autres volets de l'apprentissage qui sont aussi exigeants, bien entendu, mais l'écriture est l'un d'eux. Et en langue seconde, dans les milieux pluriethniques, entre autres, une manière d'engager les élèves dans la littératie, c'est de mettre en place des activités de production de ce qu'on va appeler des textes identitaires plurilingues. Donc, termes et dispositifs, si on veut, ou stratégies d'enseignement qui nous vient des travaux de Cummins et Early et qui, à l'origine, en anglais, est désigné sous Identity Text. Donc, les Identity Texts, c'est vraiment des travaux créatifs d'élèves qui peuvent prendre n'importe quelle forme, théâtrale, orale, écrite, multimodale. Dans le cadre de travaux sur l'engagement dans la littératie et l'écriture, bien entendu, ces textes-là sont des textes écrits, parce que ça va de soi. Et lorsque les élèves produisent des textes identitaires, ils produisent des textes sur des sujets qui sont reliés à leur vécu, à leur identité, qui sont chers à leurs yeux et qui vont donc refléter leur identité positivement. Tout ça se fait en écrivant, en s'appuyant sur toutes les langues de son répertoire si on le désire, en partageant, en co-construisant avec nos pairs, en produisant souvent des livres qui sont publiés ou en tout cas qui font l'objet d'un lancement à la collectivité, et ce qui permet aussi aux élèves d'affirmer une posture d'auteur et son identité. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et à juste titre, ça a donc fait l'objet de travaux. Au Québec, récemment, il y a un projet de recherche-action de Françoise Armand qui a porté sur ce sujet, et de ce projet réalisé dans 12 classes d'accueil au secondaire avec des élèves en grand retard scolaire, il découle que les élèves qui produisent des textes identitaires, comparativement à un groupe contrôle, vont produire des textes plus longs, avec des idées mieux développées, avec un vocabulaire plus précis. Mais naturellement, le portrait n'est pas tout beau. Il y a aussi une limite qui apparaît dans cette recherche, et c'est l'absence de progression des élèves pour ce qui est plus formel, entre autres pour les connaissances liées à la phrase, là où on retrouve l'orthographe grammaticale. Alors, vous me suivez. Moi, je vais aller travailler sur l'orthographe grammaticale en incluant là-dedans des textes identitaires plurilingues pour voir si on ne peut pas joindre ici cet aspect plus formel de l'apprentissage de la langue à un contexte engageant. L'orthographe grammaticale, maintenant, donc un autre concept qu'on va aller interpeller. Donc, c'est un apprentissage qui pose de grands défis, entre autres en lien avec certains objets orthographiques spécifiquement, que sont les accords verbaux et adjectivaux. C'est difficile, entre autres, parce que les marques qu'on adjoint pour marquer ces accords-là sont inaudibles. Donc, par exemple, dans des jolis chiots, je n'entends pas le S de joli, et dans je chantais, tu chantais, il chantait et il chantait au pluriel, je n'entends pas la différence dans la terminaison. Donc, on adjoint des marques inaudibles pour marquer l'orthographe grammaticale. Et un autre objet orthographique qui pose des difficultés, c'est les formes verbales homophoniques en « et ». Donc, les fameux infinitifs et participes passés, entre autres, qu'on ne peut pas distinguer de manière audible, donc comme parler ER versus parler E accent aigu. Et quand on ajoute à ça des marques d'accord inaudibles du participe passé, on arrive dans une véritable fête. Donc, c'est difficile pour les élèves, et c'est difficile pour les élèves que le français soit leur langue maternelle ou leur langue seconde. Donc, c'est une difficulté qui est généralisée, et l'orthographe grammaticale fait l'objet d'un apprentissage qui se prolonge dans la scolarité. Donc, ça vaut la peine, par exemple, de s'y intéresser au-delà de l'école primaire, et ça va être mon cas. Ici, je vous présente une recherche qui a été réalisée au début du secondaire.
m'arrêter si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit. Donc, pour intervenir en orthographe grammaticale au secondaire en milieu pluriethnique, dans un contexte de classe ordinaire, hein, on se rappelle, où les populations sont très hétérogènes, j'ai cru bon de me baser à la fois sur les travaux en langue première et en langue seconde pour proposer une intervention qui me semblait pertinente. Donc, du côté des travaux en L1, ce qui est à retenir, entre autres, hein, des travaux que j'ai recensés, c'est qu'il y a deux stratégies d'enseignement au dispositif auxquelles il est judicieux de faire appel. Donc, d'une part, les dictées métacognitives et d'autre part, les approches intégrées d'enseignement de l'orthographe. Donc, référence ici aux travaux de Nadeau et Fischer et de Linda Halal, elle qui est en Suisse avec ses collaboratrices. Je vous décrirai ces deux dispositifs dans la prochaine diapo. Des travaux réalisés en contexte de langue seconde, il ressort un constat complémentaire, celui de la pertinence de prendre appui sur la diversité linguistique. En orthographe, ça peut se faire entre autres au moyen des deux approches plurilingues dont j'ai déjà parlé, soit l'éveil aux langues et les pratiques translinguistiques, qui réapparaîtront donc dans le dispositif que je propose. Alors, allons voir, jeter un coup d'œil juste du côté des travaux en L1. Je crois bon de le faire juste pour concrétiser ce dont il est question et peut-être parce que certains d'entre vous sont moins familiers avec ces dispositifs-là qui relèvent de la langue première. Donc, pour engager les élèves et développer leurs compétences orthographiques, d'une part, on trouve les dictées métacognitives. Donc, qu'est-ce que c'est une dictée métacognitive? Grosso modo, on dicte un court texte aux élèves qu'ils écrivent seuls et par la suite, soit ils peuvent poser des questions et échanger avec leur père et l'enseignante pour trouver les bonnes graphies à conserver ou pour, bref, arriver à l'orthographe grammaticale correcte dans leur texte. Une autre manière de procéder, c'est aussi de comparer en grand groupe ou en sous-groupe les différentes manières des élèves d'écrire les mots pour qu'ensuite ils échangent, ils confrontent leurs idées et, on l'espère, ils retiennent la graphie normée au terme de tous ces échanges métalinguistiques. Donc ici, il y a vraiment une mobilisation, une confrontation des connaissances dans une perspective socio-constructiviste de résolution de problèmes et on va aller chercher les capacités métalinguistiques des élèves. On va recourir beaucoup à du métalangage. Dans le dispositif que je vais vous présenter, une forme d'originalité, c'est entre autres d'inclure ces dictées métacognitives dans notre deuxième stratégie gagnante en langue première, soit une approche intégrée d'enseignement de l'orthographe, où on va vraiment articuler la situation d'écriture avec des activités orthographiques de manière très, très serrée. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on fait écrire les élèves et on s'arrête sporadiquement pour travailler certains points d'orthographe particulièrement pertinents à certains moments pour les élèves dans leur texte. Ça s'oppose à une approche qu'on va dire spécifique, où orthographe et écriture n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre dans la salle de classe, hormis les liens que nous, on peut faire comme didacticiens, entre autres, mais pour les élèves, c'est vraiment cloisonné et pour l'enseignant aussi. OK. Là, on a tous les morceaux nécessaires. Je vais vous présenter le dispositif plurilingue en soi, qui est formé de 4 étapes récursives d'une même séquence d'intervention qui va se répéter 3 fois dans la recherche. La première étape, c'est de comparer un objet orthographique dans plusieurs langues. Objet orthographique, en orthographe grammaticale, qui fait l'objet de difficultés chez les élèves et qui vont... c'est l'objet de difficultés chez les élèves, point. Donc, on parle ici d'activités d'éveil aux langues où les élèves développent des capacités métalinguistiques et où on va légitimer leurs connaissances puisqu'ils vont être amenés aussi à partager des exemples de leur propre bagage linguistique. Je vous en donne un exemple plus tard. En fait, je vais exemplifier chacune des étapes par la suite. Ensuite, ces mêmes connaissances qui ont été développées dans l'activité d'éveil aux langues vont être mobilisées et rendues explicites dans une dictée métacognitive où les élèves vont avoir l'autorisation, on va les encourager en fait à utiliser la langue de leur choix pour discuter avec leur père. Donc, on parle ici de pratique translinguistique ou de translanguaging. À la suite de ça, on clôt la période en réinvestissant immédiatement les connaissances travaillées par les élèves dans des courtes productions écrites. Donc, on a étudié une notion dans plusieurs langues, on l'a mobilisée dans une dictée métacognitive, là, on va la mobiliser immédiatement à l'écrit dans un court texte. Et par la suite, au cours d'autres périodes, par exemple, ces connaissances-là vont être consolidées dans l'écriture d'un texte plus long, qui ici prend la forme d'un texte identitaire plurilingue. On actualise donc une approche véritablement intégrée d'enseignement de l'orthographe où j'ai mis tous les petits morceaux que je vous ai présentés jusqu'à date. Voici un exemple
d'activités de leçons plurilingues, en fait, où on va comparer les langues, à la manière de Comparons nos langues, entre autres, ce qui nous vient de Nathalie Auger en France. Je vous laisse regarder les exemples. Je prends une gorgée d'eau. Catherine, je vérifie le chat s'il y a des questions. Inquiète pas, je vais intervenir, je suis là, puis c'est ça. Mais il n'y en a pas pour le moment. Merci. Là, j'ai remarqué que tout le monde a fermé sa caméra, puis c'est bien beau, là, je vous comprends, mais si vous voulez la laisser ouverte, moi, de mon côté, ma bande passante fonctionne. Donc, si ça vous tente, vous pouvez, mais il n'y a pas d'obligation. On sait ce que ça implique. Donc, leçon plurilingue. Ici, vous voyez qu'on a une phrase, en fait, deux phrases en français. Le joueur marque un but, les joueurs marquent un but. Deux phrases très, très similaires. Il n'y a que le nombre qui change d'une phrase à l'autre pour ce qui est de le joueur marque, les joueurs marquent. Et ces deux phrases-là sont traduites d'abord en espagnol, en anglais, en chinois et en russe. Et là, ce qu'on fait observer aux élèves, ce sont les différences entre les langues. Comment on marque le pluriel, la troisième personne du pluriel ici, d'un verbe, comment on marque le pluriel verbal, qu'est-ce qui change entre le singulier et le pluriel, et qu'est-ce qui fait en sorte qu'en français, ce serait particulièrement difficile. Et à ces exemples-là, les élèves sont invités à en ajouter d'autres dans la langue de leur choix. Donc ici, si je voulais juste les verbes, en français, on a marque, marque, en anglais, en espagnol, marca, marcan, en anglais, scores, score, en chinois, avec mon meilleur accent, jinkyu defen, jinkyu defen, et en russe, encore une fois avec mon meilleur accent, zabivayet et zabivayut. Donc, ici, les élèves sont amenés peu à peu, à travers différentes déductions et propositions, à remarquer qu'en français, la marque en fait est inaudible. Ce qui est une manière un peu différente de présenter comment on réalise l'accord du verbe en français et les difficultés qui lui sont sous-jacentes. Et on peut ensuite travailler avec les élèves à vraiment établir la règle de marquage du pluriel verbal, comment on identifie un sujet, comment on identifie un verbe, comment on marque, par exemple, une balle au-dessus du noyau du groupe du nom-sujet pour ensuite faire une flèche vers le verbe. Donc, c'est vraiment une leçon qui peut être agrémentée de plusieurs compléments d'enseignement orthographique. Il y a Monia dans le chat qui demande si je sélectionne les langues comparées selon le profil de la classe. Oui, mais peut-être pas dans la manière dont vous l'envisagez. Moi, je les ai sélectionnées justement pour que ce ne soit pas trop des langues parlées dans la classe parce que je voulais laisser la place à l'expertise des élèves pour qu'ils ajoutent des exemples. Mais j'aurais pu prendre une décision inverse, ça aurait été sans doute aussi pertinent. Et je voulais aussi les confronter à des langues qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc, sortir de leur bagage linguistique strictement pour aller chercher la diversité linguistique plus largement. On était en classe ordinaire, les places des approches plurilingues n'étaient pas vraiment établies, pas vraiment non plus autorisées habituellement dans certains contextes. Donc, on est passé aussi par le plus grand angle de la diversité linguistique. Et le but était aussi de faire ressortir des particularités d'autres langues par rapport au français. Mais probablement que n'importe quelle langue aurait été intéressante. On peut toujours observer quelque chose puis dégager des conclusions pour la langue cible. À la suite de ça, exemple de dictée métacognitive, encore pour accorder le verbe ici. Donc, un texte dicté, Tom et Julie marchent depuis des heures, une femme les aide à retrouver leur chemin, les deux amis l'écoutent expliquer la route à prendre, puis ils filent à la maison. Donc ici, en grand groupe, mais ça aurait pu être aussi en sous-groupe si on avait été ailleurs dans la séquence d'intervention, les élèves écrivent d'abord la dictée tout seul, ensuite en grand groupe, on compare les différentes manières d'écrire les mots au tableau et on s'intéresse spécifiquement aux mots qui sont soulignés. Donc, marche, aide, écoute, file. Sinon, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps et ça, c'est déjà suffisamment complexe. Et vous remarquerez ici qu'il y a certaines difficultés syntaxiques, entre autres la présence de rupteurs entre le sujet et le verbe parfois, donc le « les » entre une femme et aide et le « L » entre deux amis et écoute, qui sont des facteurs de complexification de l'accord ici. Et ce sont aussi des homophones verbaux nominales, donc une marche, je marche, une aide, j'aide, un fil, je file, donc vous comprenez le principe. Ensuite, dans les dernières minutes d'une période ou de la séquence, les élèves ici sont invités à écrire quelques phrases pour réinvestir vraiment ce qu'ils ont appris sur l'accord du verbe. Donc ici, ça se passe en français seulement, alors que par exemple, dans la dictée métacognitive, ils pouvaient échanger dans la langue de leur choix, ce qui se fait aussi beaucoup plus facilement dans les interventions en sous-groupe. Et là, ici, les élèves doivent décrire la tenue des invités à une fête en utilisant porte NT, porte ES et les portes E. Donc, c'est vraiment très, très contraignant. Et on leur dit que leurs phrases peuvent être drôles, peuvent être absurdes. Le but, c'est vraiment de réinvestir ce qu'ils ont appris. Et enfin,
Écriture d'un texte qui a pu commencer avant la leçon orthographique, pour vraiment ancrer l'orthographe dans l'écriture. Donc ici, texte identitaire plurilingue, les élèves sont amenés à écrire sur une personne significative pour eux. Je vous épargne la lecture de la consigne qui est assez typique d'une consigne scolaire là, avec un nombre de mots, mais ça, je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Et c'est un contexte, en fait, c'est un texte dans lequel les élèves sont fortement susceptibles de réinvestir des verbes, entre autres à la troisième personne du singulier, aussi du pluriel, selon la tournure qu'on prend. Et on voulait aussi produire beaucoup d'adjectifs dans ce texte-là. Donc, si je récapitule, il y a certains critères sous-jacents au dispositif qui émergent. Donc, c'est un dispositif qui articule orthographe et écriture. C'est un dispositif où on met en œuvre une démarche de résolution de problèmes lorsqu'on va trouver les bonnes graphies en les comparant, entre autres. On recourt aux graphies des élèves, que ce soit dans les dictées métacognitives même ou pour composer les dictées métacognitives, on s'inspire des erreurs des élèves dans leur texte. Parfois, on reprend des phrases textuellement. Les élèves interagissent beaucoup, que ce soit dans la leçon plurilingue ou dans les dictées métacognitives, dans la langue de leur choix. Bien sûr, en grand groupe, la langue de scolarisation est celle qui est la plus spontanément utilisée pour que tout le monde comprenne, mais dans les sous-groupes, plusieurs langues peuvent être utilisées, ça se fait assez bien. Soutenir le travail métalinguistique des élèves, utilisation de métalangage, manipulation syntaxique, réflexion métalinguistique. Et j'en ai parlé un peu déjà, mais c'est en soi un principe ou un critère, celui de mobiliser la diversité linguistique largement et les langues des élèves plus spécifiquement. Donc, on reviendra à ces critères un peu plus tard. Expérimentation, point de vue métaux. Donc, ça s'est déroulé de janvier à avril 2018, ce projet de recherche. Il y a 3 séquences comme celles que je viens de vous présenter qui ont été mises en place. Une séquence impliquant récursivement plusieurs fois les mêmes étapes que celles que je viens de vous présenter. Ce qui fait en sorte qu'au total, 6 séances d'écriture et 8 séances d'orthographe grammaticale ont eu lieu pendant ces 3 séquences-là où ce que je vous ai présenté a été mis en œuvre plusieurs fois. Les objets orthographiques enseignés, on les retrouve. Vous avez peut-être remarqué que tout ce qui est en gras, mais en mauve, c'est comme mes termes transversaux qui se retrouvent de diapositive en diapositive. Donc, il y a l'accord des verbes, des adjectifs et des participes passés avec l'auxiliaire être, ainsi que le choix des terminaisons en « et » pour les homophones en « e » accent aigu et en « er », donc participe passé versus infinitif. Des objets problématiques en soi. Les participants, 8 classes d'une même école secondaire à Montréal, ce qui assurait une certaine homogénéité dans l'hétérogénéité. Donc, 195 élèves au total de première secondaire, ce qui correspond à 12-13 ans au Québec. 98 élèves ont déclaré être nés au Québec, 164 ont déclaré avoir toujours été scolarisés en français et 134 ont déclaré ne pas avoir le français comme langue maternelle, ce qui ne signifiait pas par contre que le français n'était pas au sein de leur répertoire linguistique. Et ces participants ont été regroupés en 3 groupes. Dans un groupe 1, il y avait 79 élèves, ça regroupait 3 classes qui avaient un même enseignant de français pour des raisons pratiques, et on a mis en place le dispositif que je viens de vous présenter tel quel. Dans un groupe 2, 70 élèves, 3 classes d'une autre enseignante qui chapeautait ces 3 groupes, ces 3 classes en fait, même dispositif que celui que je viens de vous présenter, mais on a enlevé tout recours à la diversité linguistique et aux langues des élèves. Donc, c'est ce que je nomme un dispositif monolingue. En soi, il y a plusieurs critères auxquels répond ce dispositif-là. Il est basé sur une foule de pratiques gagnantes, mais pas pour ce qui est de la prise en compte de la diversité linguistique. Et troisième groupe, un fameux groupe contrôle, 2 classes chapeautées par une même enseignante, où c'était vraiment l'enseignement habituel de l'orthographe grammaticale qui a été vu. Donc, les mêmes objets, mais d'une manière très classique, si je peux dire. Donc, mini-leçon, exercice dans un cahier fait seul et correction en grand groupe par la suite. Pour ce qui est de la collecte et de l'analyse des données, donc on remarque une combinaison d'épreuves qui ont été utilisées. On remarque, donc je vous le dis, comme pré-test, comme post-test immédiat tout de suite après l'intervention, puis comme post-test différé 5 semaines après la fin de l'intervention. Donc, tous les élèves ont participé à une production écrite guidée et à une dictée qui a été fait l'objet d'analyse statistique inférentielle. Et auprès d'un nombre limité d'élèves, et c'est ce sur quoi je vais me concentrer avec vous dans les prochaines minutes, j'ai fait des entretiens métagraphiques. Donc, à partir du thème de la dictée, j'ai demandé aux élèves comment ils ont fait pour choisir d'écrire certains mots. Et ça a ciblé 24 élèves au total, 9 dans le G1, groupe 1, dispositif plurilingue, 9 dans le G2, groupe 2, dispositif monolingue, et 6 dans le groupe contrôle, le G3. J'ai entre autres regardé si les raisonnements formulés par les élèves étaient complets. Vous verrez ce que ça entend plus tard.
et le type de commentaire métagraphique qu'ils formulaient. Ça nous donne un indice sur leur effort cognitif et leur stratégie, si vous me voyez venir avec l'engagement. Et tout au long de la recherche, dans une perspective plus qualitative et complémentaire, je suis allée faire des observations participantes, j'ai pris des notes de terrain comme chercheuse, et ça me permet une analyse secondaire de données qui portent sur l'engagement cognitif et affectif dans les différentes tâches réalisées auprès de l'ensemble des élèves qui ont participé à la recherche. Donc, le portrait des participants qui ont pris part aux entretiens métagraphiques, je ne vous les présenterai pas en profondeur, mais il y a juste certaines choses sur lesquelles je vais attirer votre attention. Donc, c'était des filles et des garçons, mais ils avaient des niveaux en orthographe très disparates. Donc, par exemple, dans le groupe 1, il y avait un élève faible et 8 élèves forts. Ça s'explique par le fait que les enseignants nous ont donné une idée du niveau des élèves au départ, mais nous, on les a vraiment ici catégorisés selon leur score à la dictée au pré-test. Donc, ce qui fait en sorte que ça n'était pas toujours en cohérence avec ce que les enseignants nous avaient dit, ce que nous, on mesurait, ce qui ne veut pas dire que le point de vue des enseignants n'était pas valide du tout. Et bon, des élèves aux langues maternelles très différentes, dont plusieurs le français, et qui venaient de pays d'origine différents, mais pour plusieurs, le Canada. Ici, je vous donne une idée des contenus de la production écrite et de la dictée. Ce qui est intéressant de retenir, en fait, c'est que les phrases de la dictée sont directement inspirées des phrases du texte de la production écrite guidée. Donc, les élèves, on leur a lu un texte et ils ont dû ensuite le résumer, ce qui visait à susciter la production d'items assez précis ou au moins de régularité orthographique. Donc, ici, on avait des phrases qui étaient similaires d'un contexte à l'autre dans le but d'obtenir des items similaires et intéressants dans les deux épreuves. Et moi, pour les entretiens métagraphiques, je suis allée du côté de la dictée. J'ai ciblé 11 mots et 12 terminaisons. Donc, 4 adjectifs, 3 verbes conjugués, un à l'imparfait, 2 au présent, 3 infinitifs en ER et un participe passé avec être. Donc, je vous ai mis ici les occurrences et les contextes dans lesquels ils apparaissent. Je ne vous les lirai pas tous et ils vont réapparaître dans les exemples de commentaires métagraphiques plus loin. Donc, on rentre dans les résultats. Mon préambule était un peu plus long que je pensais, mais j'espère que ça a été intéressant. Donc, on va commencer par ce qui a trait à l'engagement cognitif des élèves, ce qui va transparaître par leur effort cognitif et par les stratégies qu'ils emploient, telles que constatées à plusieurs moments de la recherche. Je vais voir d'abord ce qui a trait à l'élaboration des raisonnements complets et ensuite au type de commentaires métagraphiques qui ont été verbalisés. Donc, premier constat, lors des dictées métacognitives, les élèves fournissent un réel effort. Ils tentent vraiment d'élaborer des raisonnements les plus complets possibles pour justifier les graphiques qu'ils ont produites. Surtout quand ils travaillent en sous-groupe, où ils sont, enfin en grand groupe aussi, mais en sous-groupe, ce qui est particulier, c'est que je leur demandais de laisser des traces écrites de leur raisonnement, ce qui les amenait vraiment à pousser plus loin leur réflexion. Dans le même ordre d'idée, ce qui est constaté pendant l'intervention se répercute dans les entretiens métagraphiques, où on constate une augmentation du pourcentage de formulation de raisonnement complet dans nos deux groupes expérimentaux. Donc, ce que ça implique les raisonnements complets, il fallait qu'il y ait identification du donneur et une autre explication pertinente pour ce qui est de l'adjectif, du verbe et du participe passé. Donc, par exemple, le donneur, c'est cheveux et c'est masculin pluriel. Et pour le choix de la terminaison en « et », je cherchais l'identification du temps verbal et une autre explication pertinente. Par exemple, c'est un verbe à l'infinitif, je peux le remplacer par bâtir, mordre, tout autre verbe de votre choix du deuxième ou troisième groupe. Regarde ici sur les pourcentages. Donc, je vais vous guider avec mon curseur. Donc, notre groupe 1 est en bleu. On remarque une augmentation et une stabilisation. Donc, augmentation entre le pré-test et le post-test 1, stabilisation du pourcentage de raisonnement complet lors des entretiens métagraphiques chez les élèves. Situation très similaire dans le groupe 2, où la progression entre le pré-test et le post-test immédiat est encore plus marquée. Là, on a un bond de 30 %, ce qui est assez grand, et qui se stabilise au post-test différé. Ici, le groupe 2 est parti plus faible. C'est peut-être ce qui peut expliquer ce plus grand bond. Mais c'est intéressant de voir justement ce forme de levier qu'a suscité même le dispositif plurilingue pour ces élèves-là, si on s'attarde à leur raisonnement complet. Dans le groupe 3, notre contrôle en vert, c'est moins clair la tendance. On diminue entre le pré-test et le post-test 1, on augmente par la suite, et l'enseignement a été fait ici. On a pu constater ce qui se passait à différents moments de la recherche. Il n'y a pas eu d'orthographe spécifiquement enseignée entre les deux post-tests. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Cette forme d'instabilité, on pourrait formuler plusieurs hypothèses, si je vous laisse y penser.
On va maintenant faire parler les élèves pour mettre des mots sur les tendances que je viens de faire émerger. Et ce sont des tendances. Ça ne veut pas dire que tout est tout rose dans les groupes expérimentaux et que tout va mal dans le groupe contrôle. Bien sûr, c'est des tendances qu'on observe. Ce n'est pas nécessairement tout pareil chez tous les élèves. Donc, on va aller voir Marwan, un élève fort du groupe 1, pour le segment « Ses cheveux très touffus et frisés ». Donc, c'est le mot « frisé » ici que je lui demande de me justifier. Donc, au pré-test, Marwan écrit « frisé » de manière normée et il explique, je me suis dit, qu'est-ce qui est frisé? C'était les cheveux. Donc, je me suis dit, je vais le conjuguer avec le mot « cheveux ». Donc, ici, on voit l'identification d'un bon donneur d'accord, qui mène d'ailleurs à la graphie qui est correcte, mais une utilisation conjuguée qui est un peu étrange. On ne conjugue pas un adjectif. Aux 2 post-tests, Marwan a encore la réponse attendue, mais là, son explication est vraiment complète. Parce que j'ai vu que frisé, c'est un adjectif, parce qu'on peut dire ses cheveux très touffus et très frisés, manipulation syntaxique. Donc, j'ai décidé d'accorder cheveux avec frisé, masculin pluriel. Et l'explication est très similaire aux 2 post-tests. J'explique juste un exemple. Donc, ici, on voit comment, même s'il y a la bonne réponse, le raisonnement de l'élève devient vraiment plus complet. On va aller voir maintenant Mia, une élève forte du groupe 2, pour le mot « fabriquer ». Claire et Isabelle aiment beaucoup fabriquer d'étranges remèdes. Le texte, c'est l'histoire d'une grand-mère et de sa sœur. Donc, fabriquer. Elle écrit de manière normée, puis elle dit juste « j'utilise mon truc avec bâtir ». Quand on lui demande de préciser, ça s'arrête là. Au post-test, elle nous dit « même bonne réponse », mais elle étoffe son raisonnement. Fabriquer, c'est bâtir, alors je le mets à l'infinitif. Donc, encore une fois, elle a la bonne réponse, mais son raisonnement va plus loin. On voit qu'elle est en maîtrise de plus de stratégies, ou en tout cas, elle nous témoigne de plus de stratégies. Et on va voir maintenant Jiao, une élève forte du groupe 3, pour encore fabriquer. Et sa réponse est identique aux 3 temps. Elle a la graphie normée fabriquée, puis elle dit « parce que je peux mettre mordre », alors j'ai mis ER. Ce qui est un raisonnement qui fonctionne, mais qui n'est pas nécessairement complet ici, puisqu'elle ne mentionne pas le temps verbal. Donc, mais c'est 3 élèves forts de 3 groupes différents, qui ont toujours les bonnes graphies, mais avec une profondeur de réflexion différente. Je vous propose maintenant d'aller chercher l'engagement des élèves sous un autre angle, celui de leur type de commentaire métagraphique. Donc, je me suis inspirée ici de la grille de Joël et de Pascal Lefrançois, et j'attire votre attention sur 2 types de commentaires, parce qu'on est quand même limité dans le temps, puis je veux que vous me suiviez le mieux possible, et c'est là aussi qu'émergent les tendances qui sont les plus intéressantes selon moi. Donc, on a codé les mêmes explications d'élèves pour les 11 mots et 12 terminaisons ciblées, et on a entre autres regardé s'il y avait présence d'arguments pertinents ou d'arguments morphosyntaxiques non pertinents. Donc, un argument pertinent, c'est par exemple dire le genre et le nombre approprié. J'ai écrit distinguer et ES car c'est tenu, donneur d'accord, c'est féminin pluriel. Un autre exemple d'argument morphosyntaxique pertinent, ce serait l'utilisation d'une manipulation syntaxique. Donc, distinguer, c'est un adjectif, j'ai mis très devant, par exemple. Et comme exemple d'argument morphosyntaxique non pertinent, il y aurait une mauvaise utilisation de manipulation syntaxique. Mais ici, l'exemple que je vous ai mis, c'est vraiment quand l'élève interprète mal une marque d'accord. Par exemple, conseil, comme dans elle conseil, ça finit par E parce que le sujet, c'est elle, c'est féminin. Et le E de conseil n'est pas là parce que c'est féminin, il est là parce que c'est la 3e personne du singulier. Donc, allons voir nos mêmes tendances. On retrouve nos lignes de couleurs. Dans le groupe 1, on remarque une belle augmentation entre les 2 premiers temps de la recherche et une stabilisation. Tendance très, très similaire dans le groupe 2. Et là, je parle des arguments morphosyntaxiques qui sont pertinents. Dans le groupe 3, la tendance est encore différente. C'est très stable entre les 2 premiers temps de la recherche, puis il y a une augmentation qui est moins marquée entre les 2 derniers temps, donc entre les 2 post-tests. Nos élèves partent un peu plus fort, par contre. On s'entend que c'est un nombre limité d'élèves aussi, mais ça reste intéressant. On voit à tout le moins qu'il y a une belle augmentation qui est liée peut-être à l'intervention, on l'espère, dans les groupes expérimentaux. Maintenant, si on va voir les commentaires morphosyntaxiques non pertinents, c'est vraiment rassurant de voir que les barres sont tout petites. Ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, en secondaire 1, c'est agréable à constater. Dans le groupe 1, ça diminue. Dans notre groupe 2 aussi. Donc, le recours à des arguments qui sont moins pertinents diminue avec le temps, ce qui est rassurant. Et dans notre groupe 3, ça augmente, puis ensuite, ça diminue un peu en bas de ce qui était au pré-test. Donc, encore là, il y a quelque chose d'instable qui est curieux.
Je vais faire parler les élèves pour vous illustrer ce à quoi ça peut correspondre pratico-pratique. Donc, on va aller voir Yanis, un élève fort du groupe 1. Donc, pour la phrase, il l'embrasse bien fort et la remercie. Donc, au pré-test, il écrit remercie I, puis il dit j'ai ajouté le suffixe, donc un préfixe, re au mot merci. C'est logique, mais c'est pas ça qui serait la bonne réflexion. Et pour lui, c'est ça. Aux 2 post-tests, il produit la graphie normée et il dit c'est les enfants, c'est il qui l'embrasse et aussi il la remercie à la 3e personne du pluriel. Donc, c'est une explication la plus étoffée, celle du post-test 1. Donc, ici, on remarque peut-être qu'il peut être une manipulation syntaxique d'encadrement, hein, c'est il qui l'embrasse, ou à tout le moins un repérage du donneur d'accord et la personne et le nombre. On va voir un élève faible maintenant. Donc, pour ses cheveux très touffus et frisés, on regarde le mot frisé. Il écrit EES au pré-test et il dit ses cheveux, c'est au pluriel. Et comme c'est au féminin, j'ai mis 2 E et S. Si on concevait que cheveux, c'est féminin, ça marcherait, mais cheveux, c'est masculin. Donc ici, est-ce que c'est le raisonnement qui ne fonctionne pas ou c'est simplement la connaissance du genre du mot à voir? Au post-test 1, il produit la forme normée parce qu'on dit un cheveu, manipulation syntaxique, on met un déterminant devant le nom pour trouver son genre. Et j'ai mis un S parce qu'on parle de plusieurs cheveux. Et au post-test 2, encore, on témoigne ici d'arguments morphosyntaxiques pertinents. Cheveux, c'est au masculin, masculin pluriel, j'ai mis ES. Donc, on voit le recours ici à des arguments pertinents. Par contre, pour vous montrer que ce n'est que des tendances et que ce n'est pas tout beau partout, par exemple, pour la même phrase que Yanis plus tôt, il y a des raisonnements fautifs et des graphies erronées, lui, tout au long de la recherche. On va aller voir maintenant dans le groupe 2. Je vais vous donner l'exemple seulement de Yousra parce que je vois le temps qui file. Donc, pour ses cheveux très touffus et frisés, encore une fois, elle produit la graphie normée au pré-test, mais son explication est intéressante, un peu loufoque. Je me suis dit, les cheveux très touffus et frisés. Je ne peux pas dire F-R-I-S-E-R parce que c'est très touffu et frisé. Donc, elle a plusieurs de ces mèches de cheveux qui sont frisées, donc je pensais qu'il fallait mettre un « et » avec un « s ». Donc, on la suit plus ou moins. Et au post-test 1, c'est devenu de plus en plus clair. Ses cheveux, c'est masculin et pluriel. Vu que c'est plusieurs de ses cheveux et c'est un adjectif, on peut dire très frisé. Donc, manipulation syntaxique ajoute du trait devant l'adjectif. Et au post-test 2, elle descend quand même dans la profondeur du raisonnement, mais c'est encore là. Ses cheveux, c'est masculin et pluriel. Donc, des arguments pertinents qui apparaissent. On va aller voir maintenant dans notre groupe 3. Et je vais vous donner en fait l'exemple de Nassim parce qu'on a déjà vu Diao plus tôt. Donc, Nassim, un élève faible du groupe 3. Pour Claire et sa sœur Isabelle pouvaient observer. Donc, aux 3 temps, il produit EES et il nous dit c'est ES parce que c'est Claire et Isabelle qui observent, ce qui ne fonctionne pas comme raisonnement pour un infinitif. Donc, ça, c'était pour la partie effort cognitif, stratégie employée. Ce que je vous invite maintenant à remarquer, c'est comment les efforts cognitifs des élèves se manifestent aussi dans leur texte et dans les traces qu'ils laissent dans leur texte. Ce qui est très, très étoffé dans les groupes 1 et 2, moins étoffé dans le groupe 3. Ça a été aussi très enseigné dans les groupes 1 et 2 et moins dans le groupe 3. C'est logique. Donc, je vous montre ici un exemple de texte, celui de Tiffany du groupe 1, une élève forte. Ce n'est pas écrit, mais je vous le précise. Donc, on voit qu'au pré-test, elle encercle. Elle encercle, puis elle dit la classe des mots. C'est un pronom, c'est un auxiliaire, c'est un pronom, c'est un verbe à l'infinitif. Adjectif, adjectif. Non. Elle identifie très bien les classes de mots. Puis des fois, non, c'est ça. Elle souligne des choses, mais c'est comme aléatoire un peu. Au post-test, c'est aussi à noter. Donc, on voit que c'est une élève qui met vraiment des efforts et qui en mettait à la base, sans doute, mais de manière beaucoup plus productive. Donc, par exemple, elle identifie les verbes en encadrant par ne pas. Elle donne le genre et le nombre des donneurs d'accord. Elle identifie le noyau, ici par exemple, du groupe du nom, et elle l'associe aux adjectifs qui doivent être accordés avec ce noyau. Donc, c'est beaucoup plus précis. Elle va aussi pronominaliser les sujets. Donc, par exemple, Claire, c'est elle. Donc, encore beaucoup d'annotations, mais de manière beaucoup plus productive. C'était un exemple que je voulais ici donner rapidement. Allons voir l'engagement affectif des élèves maintenant. Ce sera plus bref. Dans le groupe 1 et dans le groupe 2, donc nos dispositifs plurilingues et monolingues, on remarque de vives discussions dans les dictées métacognitives. C'est vraiment fascinant et
réconfortant et agréable de voir comment les élèves s'animent pour des questions orthographiques, surtout dans les échanges en sous-groupe où la prise de parole est facilitée. Par contre, à l'opposé, on voit aussi un grand sérieux. En fait, dans les discussions, il y a du sérieux, mais le sérieux est souvent plus silencieux dans ce cas-ci, dans mes observations, et une application vraiment marquée des élèves, entre autres lorsqu'ils doivent écrire la justification de leur graphie en sous-groupe, là, ça prend beaucoup d'attention. Dans le groupe 3, l'enthousiasme et le plaisir sont moins grands parce que, entre autres, il y a des occasions moins nombreuses de prendre la parole. L'enseignement très magistral, la formule exercice-correction menant à moins de prise de parole des élèves. Maintenant, pour ce qui est des approches plurilingues, comment on peut remarquer si c'est un contexte d'empowerment qui va susciter l'engagement des élèves? Donc, on le remarque de deux manières. Lorsqu'on recourt aux langues des élèves et lorsqu'on recourt à la diversité linguistique plus largement. Donc, le recours aux langues des élèves, ça suscite l'engagement des élèves, notamment ici sur le plan affectif, lorsqu'ils partagent avec fierté des exemples dans d'autres langues dans les leçons orthographiques. C'est aussi quand leur attention est captée grâce à la présence d'une de leurs langues. Donc, moi, j'ai encore en tête l'image d'une élève d'origine roumaine qui n'écoutait pas beaucoup de ce qui se passait, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il y a quelque chose d'écrit en roumain au tableau. Là, on l'avait, puis on l'a gardé quand même pas mal tout au long de l'intervention, son attention. Il y a aussi un engagement et un maintien de l'engagement au fil des séances grâce à l'utilisation d'autres langues que le français. Par exemple, pour discuter des graphies produites. Lorsque des élèves, ça achoppe leur discussion parce que visiblement, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, soudainement s'autorisent à parler dans une autre langue. L'exemple que j'ai en tête, c'est de l'anglais ici. Là, clarifie la notion pour suivre la discussion en français. Donc, ça permettait vraiment de surmonter des embûches de manière ponctuelle. Et c'est aussi quelque chose qui s'est avéré utile lors de l'écriture des textes. Par exemple, un élève qui fait face au syndrome de la page blanche et qui, grâce à la production d'un plan dans la langue de son choix, va être capable de produire ce plan et ensuite de passer à l'écriture en français. Et plus largement, le recours à la diversité linguistique, bien sûr, a suscité la curiosité des élèves, mais aussi j'ai constaté un enthousiasme qui m'a surpris lié au fait de se rappeler de comment ça fonctionnait dans d'autres langues. Donc, les élèves étaient ravis de rappeler dans la classe que, ah oui, en russe, c'est vrai, on l'entendait, je me souviens du mot. Donc, ça a vraiment capté leur attention, ça a suscité un intérêt sur le plan, entre autres, affectif. Je saute ça ici. Donc, je vais conclure par 2 ou 3 diapositives qui mettent en lumière les atouts et les limites, entre autres, du dispositif plurilingue, parce que c'est celui qui nous intéressait davantage. Et là, vous remarquez qu'en fait, les tendances, en tout cas quantitatives que je vous ai présentées pour les arguments, vont sensiblement dans le même sens pour nos groupes plurilingues et monolingues, qui peut entre autres peut-être relever du niveau initial des élèves. Donc, dans nos 2 groupes expérimentaux, il y avait des occasions qu'on va dire nombreuses de s'engager sur les plans affectifs et cognitifs. Il y avait une situation d'écriture signifiante, où il y avait une démarche de résolution de problèmes, un travail métalinguistique qui était fait, qui reposait sur les vraies graphies des élèves et qui faisait l'objet de plusieurs interactions orales. Et ça a mené aussi, parce que j'ai des résultats quantitatifs que je viens de sauter, mais je pense que vous allez me croire si je vous le dis, c'est associé à un développement plus grand de la compétence orthographique. Dans le G1 spécifiquement, il y avait des occasions supplémentaires de s'engager associées au contexte d'empowerment mis en place, aux approches plurilingues qui mobilisaient la diversité linguistique, les langues des élèves. Et sur le plan quantitatif, il y a quelques petites différences entre notre G1 et notre G2 au profit du G1, mais dans les commentaires que je vous ai présentés, ce n'est pas si marqué. En fait, ce n'est pas marqué du tout. Et dans le G3, mais des occasions limitées de s'engager, ce qui va aussi de pair avec un développement de la compétence orthographique qui est là, mais qui est moins grand et qui se voit tant sur un plan quantitatif, ce que je ne vous ai pas présenté, mais aussi sur le plan qualitatif. Vous voyez ici comment c'est plus instable dans ce groupe-là. Parmi les limites de la recherche, là, je ne vous ferai pas de surprise en vous disant qu'il faut faire attention quand on généralise. C'est une population hétérogène, il faut lire les recherches avec discernement, lucidité, voir quel quelle répercussion ça peut avoir dans notre propre milieu. C'est par contre une recherche avec une validité écologique certaine puisque ça a été mené en salle de classe. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de temps qui a été consacré à l'orthographe grammaticale dans nos groupes expérimentaux que dans le groupe contrôle. Malgré une insistance auprès de l'enseignante du groupe contrôle, il n'y a pas eu plus que 2 périodes qu'elle considérait pertinentes de consacrer à l'orthographe grammaticale, tandis qu'on avait beaucoup plus de champ libre dans les groupes expérimentaux. Et est-ce que les approches plurilingues ont été exploitées à leur plein potentiel? Les élèves y étaient peu habitués, les enseignants aussi, peut-être que ça aurait pris plus de temps.
c'est quelque chose à réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on retient? L'articulation des différents critères que je vous ai présentés semble bénéfique pour engager les élèves. Donc, je pense que c'est vraiment l'articulation, l'intersection entre tout ça qui fait la valeur ajoutée du dispositif plurilingue. Par contre, vous remarquez ici sans doute que l'engagement des élèves n'était pas le focus principal. En fait, je vous l'ai dit, il se voit par certains paramètres, mais ce n'est pas une recherche créée pour mesurer l'engagement. Donc, vraisemblablement, un recueil de données empiriques plus précis serait bienvenu. Ce serait intéressant d'aller voir dans des contextes scolaires différents, entre autres pour voir l'impact des approches plurilingues sur le plan qualitatif, l'engagement cognitif, des commentaires métagraphiques. Est-ce que ce serait différent avec des élèves vraiment nouvellement arrivés, par exemple en classe d'accueil ou en soutien linguistique? Et enfin, c'est un chantier qu'on partage sûrement tous, celui de la formation des enseignants et des futurs enseignants. Il y aurait un important travail à faire pour favoriser l'appropriation des principes, des critères sous-jacents au dispositif et aussi à la prise en compte de la diversité linguistique. Donc, comment on peut amener plus efficacement les conceptions scientifiques de ces deux objets-là, la diversité linguistique, l'orthographe, l'écriture chez les enseignants. C'est quelque chose qui m'amène beaucoup dans mes réflexions ces temps-ci. Et c'est sur ce que je vais finir. Voilà. Donc, vous avez une diapo avec 3 références. Pardon, j'en ai ajouté une dernière à la dernière minute et j'ai pas enlevé le 2. Mais voilà. Donc, je conclurai là-dessus, mais je peux naviguer dans les diapositives pour répondre à différentes questions. J'ai dépassé d'une dizaine de minutes ce que je voulais, mais j'espère qu'on aura quand même le temps d'échanger. Je ne sais pas si on est très pris dans le temps. En tout cas, si vous m'avez suivi avec mon débit rapide en ce vendredi, bravo. Merci. Ben, merci à toi, Catherine. C'était très énergisant en ce vendredi après-midi de t'écouter parce que tu as beaucoup d'énergie et tu es très engageante. Donc, j'inviterai. Moi, bien évidemment, j'ai beaucoup de réflexions, beaucoup de questions, mais j'aurai la chance très probablement de t'en faire part. J'inviterai peut-être les gens qui sont dans l'auditoire à prendre la parole, à allumer votre caméra si vous êtes à l'aise de le faire, ou du moins ou à écrire des questions dans le clavardage. On va prendre les modalités avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a une question? Il y a d'abord Eliane Duluth qui te remercie, qui te félicite pour cette belle présentation. Merci, Eliane. Je vous... Je peux... j'ai pas levé ma main. C'est correct, Carole, t'es pardonnée, bon. tu peux y aller. C'est intéressant ce que tu as présenté, mais tu as présenté 3 groupes, puis tu as présenté des élèves forts. Entre autres. Entre autres. Ben, pas mal, si je ne me trompe pas, si j'ai bien suivi. Par rapport aux commentaires méta, si je ne me trompe pas, ben même de manière générale. J'en ai sauté, en fait. Dans les commentaires méta, j'ai sauté une élève faible, mais pour ce qui est des arguments pertinents et non pertinents, il y avait toujours un fort et un faible. Mais oui, on avait aussi plus de forts au final dans l'échantillon. Mais oui, c'est ça, ma question, c'était par rapport aux faibles, parce qu'en fait, moi, c'est ceux que je trouve qui nous donnent le plus de défis pédagogiques et didactiques. Donc, j'aurais voulu savoir un petit peu de... Est-ce que tu as vraiment vu, j'imagine, une progression, mais est-ce que les raisonnements métagraphiques, est-ce qu'il y avait des convergences avec peut-être les faibles, les forts et les moyens? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était dichotomique ou c'était quelque chose quand même? Il y a une partie de ma thèse après qui présente justement la différence entre les commentaires métagraphiques des élèves faibles et des élèves forts. Oui. Parce que, entre autres, avec Catherine Brissot, qui était ma co-directrice de thèse, c'était vraiment un intérêt qu'on avait d'aller chercher sur ce plan-là, parce que dans les recherches, notamment sur les dictées métacognitives, on voit que ça aide davantage, ça aide particulièrement les élèves faibles, même si ce n'est pas au désavantage des élèves forts. Donc, on a regardé toutes ces analyses-là, elles sont faites, il y a très peu de différence. OK. Très peu de différence. Et des fois, c'est justement dans la profondeur des commentaires des élèves forts qu'on voit comment ça les amène même eux plus loin. Oui. Mais je ne pense pas que ça veut dire que si on avait interrogé tous les élèves, on serait arrivé au même constat. Parce que là, il y en a juste 24 sur 195. Est-ce que c'est ce choix-là qui crée ces données-là? Ça se peut très bien. Donc, j'aurais tendance à dire, en tout cas, que sur le plan affectif, ça a beaucoup engagé les élèves plus faibles. Ça leur a donné une vraie place dans la classe. Est-ce que ça se reflète dans leurs entretiens métagraphiques? Pas vraiment. Sur un plus long terme, peut-être. Pardon? Sur un plus long terme, peut-être.
peut-être sur un plus long terme, peut-être sur plus d'objets, peut-être sur des points très pointus. Il me semble, là, il faudrait que je me remette dans toutes ces précisions-là entre les faibles et les forts pour vraiment... Peut-être qu'il y aurait un aspect qui pourrait revenir, mais il me semble que c'est pas... En tout cas, c'est pas marqué dans les données. Merci, Catherine. Mais on aurait aimé ça. Et ce n'est pas marqué non plus dans les résultats quantitatifs, où il y a souvent très peu... bien sûr, les faibles sont plus faibles que les forts, mais il n'y a pas de différence dans leur progression, à l'exception faite pour, je pense, l'accord de l'adjectif dans le groupe 2 pour les filles. C'est quelque chose de très, très pointu. Tu réponds à la question que je voulais te poser plus tard. Alors, c'était je voulais savoir sur un plan statistique, ça avait aidé. Merci, Catherine. C'était une très belle Merci pour la question, Carole. Par ailleurs, j'ai mis un lien, pas un lien, mais la note bibliographique de cet article quantitatif qui présente les résultats statistiques que tu viens d'évoquer, Catherine, si ça vous intéresse. La note bibliographique est dans le chat. Il y a Monica qui a une question, ensuite Francis et Guylaine. Donc, Monica? Allô, merci. Je m'excuse, je n'ai pas ma caméra aujourd'hui, mais est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, OK, parfait. Donc, je sais qu'on a quelques étudiants de deuxième et troisième cycle avec nous, donc j'ai une question méthodologique parce que j'ai l'impression que votre étude, qui est vraiment forte et intéressante, est au cœur d'une défi expérimentaux avec un pre-test, post-test, mais vous avez cet aspect qualitatif. Donc, je me demande, je suis intéressée, comment est-ce que vous arrivez à cette décision-là d'ajouter l'aspect qualitatif qui porte sur quoi les observations en salle de classe, puis les notes de terrain. En fait, à la base, moi, j'ai fait un mémoire très, très, très qualitatif. Donc, comme défi dans ma thèse, je voulais faire des stats pour avoir une formation la plus complète possible. Donc, je me suis conçu un devis expérimental serré pour arriver à faire des statistiques que je voulais les plus de qualité possible. À la base, dans ma thèse, l'aspect qualitatif était l'analyse des entretiens métagraphiques parce que c'est quelque chose... ça a une perspective qualitative, surtout quand on fait parler les élèves. C'est pour ça que je tenais à les faire parler, parce que sinon, quand on fait juste des pourcentages qui se comparent, ça se voulait qualitatif, mais on s'entend que ce n'est pas vraiment. C'est du quali-quanti ou du quanti-quali, je ne sais pas comment le nommer. Donc, je voulais ajouter, c'est ça, les paroles d'élèves pour vraiment l'aspect qualitatif pour comprendre mieux. Mais je pense qu'à la base, dans ma thèse, pour que ça ait été véritablement ancré dans du quali, il aurait fallu que j'aie moins d'élèves pour me pencher plus en profondeur sur certains élèves. Ah oui. Donc, mais je pense que, c'est ma réflexion là, peut-être que demain, je ne serai plus d'accord avec moi-même, mais je pense que ça aurait été, pour faire du quali, il aurait peut-être fallu que j'aie plus restrictif dans moins de participants. Okay. Mais c'est pour ça que j'ai tenu, et c'était un commentaire de Marie Nadeau sur mon jury de thèse qui m'avait dit « Tu as plein d'observations qui ne sont pas dans ta thèse, il faut que tu en fasses quelque chose. » Et elle avait raison, parce que c'est ça qui est parlant sur le plan, pour la formation des enseignants, c'est ça qui nous aide à s'imaginer ce qui se passe, d'où l'article du Français aujourd'hui qui porte sur l'engagement, qui est cité à la fin de la présentation, je pourrais vous le partager, là. Mais oui, c'est comme un équilibre qui n'est pas facile, puis parfois, je pense, moi, qu'il faut réfléchir à ce qui est vraiment du qualitatif. OK. Non, c'est intéressant. Je suis d'accord. Non, mais c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, mais je pose la question parce que je trouve intéressant que j'ai l'impression qu'il y a une tendance de faire des devis mixtes, même s'il y a plus d'accent de qualitatif ou quantitatif, parce qu'à l'époque, c'est toujours c'est pas une bonne chose, mais on a eu toujours une séparation distincte entre qualitatif ou quantitatif. Et quand on a un défi de recherche mixte, là, ça donne beaucoup plus de données, beaucoup plus de travail, beaucoup plus. Oui. Donc, ça m'inquiète un peu parce que je crains que ça va être difficile pour les nouveaux doctorants de faire ces thèses dans un délai raisonnable. Mais voilà, c'est juste une question qui me préoccupe. Mais tu me fais réfléchir, puis moi, tu sais comment je suis au début de mon parcours, donc dans l'encadrement d'étudiants, puis c'est vrai que je ne me suis pas demandé comment le présenter. Je pense que moi, cette recherche-là, je l'ai vécue comme doctorante. Donc pour moi, je ne voulais pas faire de compromis, je voulais faire les deux. Ouais. Mais est-ce que c'était le choix le plus judicieux? On travaille fort. Ouais. Mais c'est intéressant.
Merci beaucoup, Catherine. Je laisse la parole à les On autres. en reparlera, Monica, tu me fais réfléchir. Il y avait Francis. Oui, bonjour, merci Joël. Bonjour Catherine, Bonjour. merci pour cette présentation très, très intéressante. Je pense qu'on ne s'est jamais rencontrés en personne, hein, Peut-être rapidement dans un ouais, cours, peut-être mais rapide. jamais pour vrai. Ouais. En fait, c'est une question commentaire, c'est pas vraiment le but de la recherche, mais je me demandais en fait, si c'était quelque chose qui avait peut-être émergé, étant donné que ces étudiants, donc ces élèves, donc ils provenaient donc d'horizons divers, j'imagine qu'ils avaient des langues premières qui étaient aussi très diverses, très hétérogènes, et et je me demandais, est-ce qu'il y avait peut-être des différences ou des expériences ou des approches qui étaient différentes par rapport justement aux langues d'origine, aux familles langagières. Parce que, surtout dans les exemples que tu as donnés au début avec les différentes langues, certaines langues ne pouvaient pas de la même famille, et le pluriel n'est pas forcément marqué de la même façon. Et je me demandais, par exemple, le chinois, je crois qu'il y avait une marque qui était séparée, c'était pas exactement comme pour le français et l'espagnol, Non, c'est les ça, en langues chinois, c'est un mot qui européennes. s'ajoute. Ouais, c'est juste un mot qui s'ajoute. Et je me demandais si c'était quelque chose qui avait un peu émergé dans les données ou par rapport au groupe. En fait, c'est que je pourrais vous montrer là, la liste de langues, c'est impressionnant et les langues maternelles, en fait, pour les langues maternelles, on s'est penché sur ce que les élèves déclarent dans leur dossier scolaire. Donc, à la CSDM, ils ont le droit d'en déclarer, en fait, je ne l'ai pas dit, sur l'île de Montréal, dans certaines commissions scolaires, ils n'en déclarent qu'une. C'est comme ça que donc, on avait une langue maternelle pour tout le monde, mais il y avait une question qui était « Quelles sont vos langues premières à l'écrit, à l'oral? » Et là, les élèves ont parlé d'expérience avec leur cœur, hein, et les mélanges de langues qu'on a, c'est impossible. On pourrait faire des groupes, mais ça ferait une infime partie. Disons, l'élève a déclaré l'hébreu comme langue maternelle, mais ses langues premières, c'est l'anglais, le français, puis le russe. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, les répertoires linguistiques étaient super variés et il n'y a rien qui a émergé en ce sens-là. Une autre de mes hypothèses, peut-être que si je l'avais étudié spécifiquement, il y aurait quelque chose qui aurait émergé. Oui. Mais je pense que le fait que les élèves étaient scolarisés en français depuis plusieurs années, justement, il y avait peut-être un effet de ça qui s'était estompé, d'où mon intérêt pour aller voir ça dans des contextes scolaires différents. Est-ce que chez des élèves de classe d'accueil, par exemple, pour qui la langue maternelle et les connaissances scolaires en langue maternelle, c'est très, très proche, quand ils en ont, hein, nécessairement, est-ce que là, ça a une influence? Peut-être, mais dans ce contexte-là, ça aurait peut-être pu faire l'objet d'études de cas. On aurait peut-être pu regrouper tous les élèves arabophones, par exemple. C'est ceux qui étaient majoritaires. Mais je doute. Mais peut-être. Ça peut être quelque chose d'intéressant d'explorer justement pour cette appropriation de cette orthographe, de ces compétences, de ces savoirs. Ça serait intéressant dans leur réflexion méta, justement lorsqu'ils font référence à leur langue. Et, enfin, juste une réflexion comme ça. Et on s'attendait en fait à ce que les élèves fassent parfois référence « Ah, je ne l'ai pas mis parce qu'en anglais, je ne le mets pas ». Mais des commentaires où les élèves font référence spontanément à leur L1 au pluriel, il y en a presque pas eu. Je n'arrive pas à me rappeler d'un seul de ces commentaires-là. Intéressant. L'influence de la norme monolingue dans les écoles, est-ce que ça éteint certaines choses peut-être? Oui, effectivement, c'est une question à se poser. Je reviendrai à la fin. Je vais faire un commentaire. Merci. Ensuite, il y avait Guylaine. Si vous voulez voir les gens qui ont allumé leur caméra, je vous invite à passer en mode paysage, parce qu'on peut voir qu'il y a certaines personnes qui ont les caméras allumées. Guylaine? Oui. D'abord, merci, Catherine. C'est vraiment un dispositif que je trouve vraiment que c'est très intéressant et ça me semble assez simple aussi à mettre en place. Disons, dépendamment évidemment là, du cheminement des enseignants et de leur connaissance, entre autres de la dictée métacognitive et tout, mais ça me semble un dispositif, c'est ça, assez simple là, à utiliser en salle de classe. Moi, ce que je me demandais, tout à l'heure, tu parlais d'observation, qu'il y avait d'autres observations que
sans doute là, pas présenté aujourd'hui, mais moi, je suis très curieuse de comment ça se passait dans les groupes de discussion, parce que si j'ai bien compris, le groupe 1, le groupe 2, donc le groupe plurilingue et le groupe monolingue, dans la première étape, l'étape de la comparaison de l'objet orthographique, hein, dans plusieurs langues, ça se faisait pour ces deux groupes. Oui, Autant pour le groupe monolingue et plurilingue. le groupe monolingue, c'était juste en français. Donc, on avait les 2 phrases en français et là, on avait comme une mini-leçon, mais à partir de l'observation des phrases. C'était pas, je ne donnais pas la règle. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est peut-être pas lié à votre question, Guylaine, là, mais c'est moi qui ai fait l'intervention dans les 3 groupes. Donc, c'est moi qui ai pris en charge tout l'enseignement de l'orthographe grammaticale pour éviter les différences d'appropriation, justement, des dictées métacognitives et des approches plurilingues, parce que c'est à la fois très simple et très complexe, je pense, selon le point d'où on part. Oui, d'accord. Peut-être pas simple et complexe, mais très proche de ce qu'on fait et très loin de ce qu'on fait. Ouais. Moi, ce que je me demande, OK, je comprends, alors, mais pour le groupe, par exemple, pour le groupe plurilingue, lorsqu'il y avait des discussions en sous-groupe, là, est-ce qu'il y avait des directives qui étaient données aux élèves? Parce que là, je peux très bien imaginer, tu sais, on imagine beaucoup de choses. OK, là, les élèves, et c'est correct, là, ils vont parler, dans quelle langue ils vont parler? Est-ce qu'ils vont et dans quelles circonstances? Tu sais, quand est-ce qu'ils vont prendre la parole? À un moment donné, ils vont parler, par exemple, en anglais, mais pourquoi exactement? Ils vont pour poser des questions à d'autres élèves, pour s'assurer, reformuler, s'assurer qu'ils ont bien compris. Bien, premièrement, est-ce qu'il y avait eu des directives? Est-ce qu'on disait aux élèves, on les informait que quand ils allaient travailler en sous-groupe, ils allaient pouvoir, ils avaient le droit de parler en anglais ou dans leur langue maternelle? En langue de leur choix. Ouais. Alors, on leur donnait cette directive-là? Oui. En fait, au début de la séquence, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que dans le groupe plurilingue, on a fait 2 cours d'éveil aux langues. Mais 2 cours, je veux dire, il y a eu 2 cours destinés à de l'éveil aux langues parce que la règle dans la classe, c'était en français seulement. Donc là, moi, si je voulais espérer au moins ouvrir la porte avant d'arriver, l'enseignant était très partant. Il ne faisait juste pas, en fait. Et on a fait un peu d'éveil aux langues, donc, et chaque fois qu'on avait une séance ensemble, j'avais fait une fleur des langues avec eux, sûrement plusieurs savent de quoi il s'agit. Et elle était affichée au tableau. On la ressortait, on l'affichait chaque fois pour que ce soit visible. Et il y avait des consignes très précises dans les sous-groupes. Et il y avait un temps aussi très précis pour le travail en sous-groupe parce qu'on peut se perdre facilement et perdre beaucoup de temps. Et donc, les élèves savaient, par exemple, de quel mot ils devaient discuter, savaient qui écrivait, qui était le secrétaire, qu'est-ce qui était attendu comme raisonnement. Quand il avait fini, il savait quoi faire. Puis, il y avait, je circulais et l'enseignant circulait aussi. On était 2. Mais je pense que ça ne changeait pas grand-chose au fait. C'était mieux que si on avait été seulement 1, mais bon, ça se faisait. Je peux voir l'intérêt d'une séance qui précède. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez remarqué, puis je ne vais pas prendre tout le temps, je vais arrêter, là, ça va être ma dernière question, mais est-ce que vous avez remarqué que rapidement, les élèves qui discutaient, par exemple, dans d'autres langues, revenaient, parlaient ensuite tout de suite en français quand ils parlaient d'accord? Mais à un moment donné, je me suis dit, pour être très franche, là, et ça ne marchera pas cette affaire-là parce que les élèves, ils ne veulent pas parler dans d'autres langues. Parce qu'ils n'étaient tellement pas habitués jusqu'à temps qu'on leur rappelle à des moments clés. Par exemple, 2 élèves, je me souviens, je les vois encore devant moi, ça ne marchait pas du tout. Puis je savais qu'ils parlaient anglais les 2. C'est une langue commune, en fait. C'est ça. Puis je leur ai dit, vous savez, vous pouvez le faire en anglais. Puis là, ils te regardent, ils disent, OK. Et là, ils l'ont fait. Et après, c'est une habitude qu'ils ont prise et ça s'est répercuté dans d'autres séances. Ça leur permettait de surmonter des obstacles. Parce que les mêmes sous-groupes travaillaient aussi toujours ensemble, sauf quand ça ne fonctionnait pas. Ça facilitait l'organisation de la classe. Mais je pense que les élèves, en général, il y a une proportion dans laquelle ils parlent d'autres choses que ce qu'on veut. Oui. Mais je pense que cette proportion-là était la même, peu importe la langue. Si c'était bien encadré, mais les périodes de travail en sous-groupe dépassaient rarement 15 et 20 minutes, là, dans une période de 75 minutes où on faisait certains allers-retours. Mais il n'y a pas eu de difficulté à gérer d'autres langues. Il y a eu au départ une difficulté à ce que les élèves s'expriment dans d'autres langues. Et c'est en classe d'accueil où souvent le contexte est plus ouvert pour plein de raisons différentes. Peut-être que là, ce serait un enjeu qui se présenterait plus. Oui, je vois. Merci. C'est intéressant comme réflexion. Il y avait Carole qui voulait ajouter une question. T'es en sourdine, Carole.
En fait, pas je pense, là, je confirme que tu es en surnom. Est-ce que je peux le... Non. Je peux te- Attends, j'essaie de voir si je peux pas te... J'ai essayé, moi, je peux pas enlever le... Je peux pas donner la parole. Je peux? Ah, ça y est. J'étais en train de t'écrire, Joël, parce que ça me disait l'hôte ne veut pas que vous réactiviez le micro. Je dis, c'est quoi cette histoire? Abus de pouvoir. Je voulais, oui. je voulais un petit peu revenir, faire le lien avec ce que Francis disait relativement à l'hétérogénéité des apprenants, puis aux familles de langue, bien évidemment, sachant qu'il y en a de tradition orale, d'autres plus écrites. Donc, je sais pas, j'ai vu ta thèse, mais je me souviens pas de ça, mais je sais pas si tu y as pensé. Regarder la socialisation à l'écrit, le rapport justement aux matériaux écrits. Est-ce que tu l'as mesuré ou est-ce que c'est une chose qui te... Ben, mon mémoire portait sur le rapport à l'écrit. Ah, Donc, ça. dans ma thèse, j'ai essayé de ne pas trop penser au rapport à l'écrit, même si naturellement ça m'habite. Puis d'ailleurs, après la thèse, j'y suis revenue. Donc, c'est comme quelque chose qui est vraiment Parce là. que ça peut être intéressant de croiser des variables avec les groupes entre guillemets plus faibles, tu vois ce que je veux dire? Oui, et ça a été intéressant en fait parce que dans l'échantillon de participants, pas dans l'échantillon de 24 élèves, mais dans celui de tous les participants, en fait, il y a beaucoup d'élèves avec des langues africaines. Ben oui, c'est ça. Qui était très lié au milieu dans lequel on était. Mais c'était des élèves très scolarisés aussi, souvent depuis plusieurs années dans le système scolaire québécois. Donc, je pense que ça aurait été intéressant, mais ça serait davantage dans une classe d'accueil, par exemple, ou dans du soutien linguistique. Je pense parce que ces élèves-là avaient déjà été très socialisés à l'école. Oui. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui fait en sorte que les langues africaines, ça a pris du temps dans l'intervention avant qu'il y ait des exemples en langue africaine parce que les élèves, souvent, ne savaient pas l'écrire. Et là, moi, je l'écrivais au son, puis moi, j'ai l'air de... Je ne suis pas l'experte, donc c'est correct si j'écris un peu n'importe quoi, dans le fond, donc ça allait bien. Mais c'est sûr que ce n'est pas les premières langues qui sont sorties. Oui, OK. Mais bon, c'était une question que je me posais parce que c'est toujours intéressant de voir les fluctuations entre les groupes, puis d'essayer justement d'aller au-delà du cursus scolaire pour mieux comprendre. Merci, Catherine. Je retiens l'idée pour les futures recherches en accueil, par exemple. Oui, ça vaudrait la peine, je pense. Oui. Étant donné que il y a